Les grands titres de l'actualité de ce lundi 4 juillet 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, juste peut-être rappeler, parce qu'on vient de parler d'un été chaud, de cette belle programmation, et on a parlé des après-midi dansants, et Mathieu n'avait pas les dates. Donc, ce sont les 14 juillet et 11 août, de 13h30 à 16h. C'est à Place Montel, amateur de danse. Venez faire quelques pas en compagnie d'Aline Talbot, danse sociale en juillet, et du trio Clé de Sol de notre ami Mario Lacombe, qui fait les voix ici, c'est ma TV, danse country au mois d'août. Donc, voilà pour les activités. Je le rappelle, là, pour les après-midi dansants, ça se déroule le 14 juillet et le 11 août. Alors, José, est-ce que c'est dans tes cordes, ça? Absolument. Tu saurais que je suis un excellent danseur en ligne. Les danses en ligne. Écoute, moi, j'ai vu souvent les gens avec Aline Talbot, qui est excellente, puis Mario Lacombe et son groupe, là, Raymond Besservier. Écoute, les gens s'amusent, là. C'est incroyable de voir à quel point les gens s'amusent. Les danses de ligne qui sont rendues tellement populaires, là. Alors, bravo à ces gens. José, écoute, je viens d'apprendre que tu es un fervent admirateur de la région de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, raconte-nous ton expérience de cette fin de semaine. Écoute, faire une histoire courte, samedi soir, j'ai été porter mon garçon parce que maintenant, il travaille dans divers restaurants, il lave la vaisselle là, pendant ses vacances d'été. Il est rendu à 15 ans. Fait que, faut qu'il aille quand même voir sa mère une fin de semaine sur deux. Donc, samedi soir, après qu'il ait travaillé, j'ai été descendre à Rivière-du-Loup tout simplement. Fait qu'ensuite de ça, j'ai arrêté un peu veiller. J'ai été voir quelques personnes, puis finalement, c'est plate à dire, mais c'était plate comme la pluie. Fait que j'ai décidé de repartir quand même assez de bonne heure. Je suis parti vers 1 heure et demie de Rivière-du-Loup environ. Et lorsque j'étais rendu sur l'autoroute 20, pour mon retour, je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup d'essence. Je me suis dit, pas de problème, mon cher ami José, je vais arrêter à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a 3 stations d'essence, puis habituellement, il y en a au moins une qui est ouverte 24 heures sur 24. Fait que lorsque je suis arrivé à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai arrêté au Petro-Canada. C'était marqué pompe temporairement fermée. J'étais voir dans la vitre du dépanneur, c'était marqué que ça rouvrait uniquement à 6 heures. L'autre en face était également fermé et l'autre Shell, qui était à la droite du Petro-Canada, était également fermé. Alors que les vannes avec le Petro-Canada passent, sont en mesure de faire le plein sans passer nécessairement par l'intérieur pour payer. Je présume qu'il pourrait y avoir minimalement la même technologie pour les conducteurs d'auto traditionnels comme moi, mais ce n'était pas le cas. Imagine-toi, je suis arrivé là vers 2h30. Il a fallu que j'attende jusqu'à 6h le lendemain. Donc, 3h30 à se regarder les genoux dans la voiture et que la seule activité palpitante que tu as à cette heure-là, c'est d'aller aux toilettes au Normandin parce qu'à côté du Normandin, le Normandin était fermé, mais les toilettes pour les camionneurs, c'était toujours ouvert. Fait que, je veux dire, ça n'a pas été la soirée du siècle, tu comprends? À la minute que ça a rouvert à 6 heures du matin, peux-tu te dire que je me suis empressé de faire le plein et de partir à la maison? Mais, tu sais, je veux dire, puis je n'étais pas ça, là, je te raconte ça avec humour un peu, mais j'ai vu au moins 40 voitures et camionnettes de toutes sortes arrêter et être pris dans la même situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire qu'on n'était pas en mesure de faire le plein, Michel. C'est un service, ma foi, quand même essentiel, avoir de l'essence dans son véhicule. Sinon, tu ne peux pas circuler. Il pourrait y avoir une méthode qui fait en sorte que c'est automatique. Parce que j'ai vu, comme moi, des véhicules qui ont été obligés d'attendre aux petites heures du matin parce qu'ils ne pouvaient plus partir parce qu'il n'y avait pas assez d'essence. C'est-à-dire, je suppose que la société s'en va actuellement, mais si tu regardes ça globalement, la pénurie de main-d'œuvre avec tout ce qui se passe dans les passeports, la dette qui explose, puis tous les problèmes, la guerre en Ukraine, je ne sais pas si on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu as appris de cette fin de semaine-là? Écoute, de ne pas oublier de faire le plein à Rivière-du-Loup avec que je parte. Mais tu sais, c'est parce que dans ma tête, là, Saint-Jean-Port-Joli, on se fait prendre une fois dans sa vie, hein? 24 heures sur 24. Pardon? J'ai dit, on se fait prendre une fois dans sa vie. Ah oui, mais Saint-Jean-Port-Joli, habituellement, c'est toujours ouvert, là. Ouais, je veux dire, je n'étais pas tout seul à me retrouver dans cette situation-là. Je veux dire, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une problématique qui est marquante, on s'en rend compte. Mais lorsque ça arrive, il faut trouver des solutions de rechange. Et j'invite les propriétaires de stations-service de ce secteur-là d'avoir une autre option pour qu'on puisse faire le plein.
même s'il y avait juste un poste qui payait, parce que ça se fait, là, Michel, là, tu payes habituellement une carte prépayée, puis, sauf que tu as quelqu'un qui est nécessaire à l'intérieur du commerce pour peser sur le bouton on. Là. Mais là, il doit y avoir un autre service ou une autre façon de faire qui fera en sorte que ça n'arriverait pas. Là, c'est pas pire. En plus, c'était l'été. Imagine-toi l'hiver. Oui, il faudrait peut-être informer la population, savoir est-ce que c'est toujours fermé la nuit maintenant? Ce serait peut-être à eux d'informer la population. Ou encore qu'il y en ait peut-être une de service sur 3 qui se partagent chacun une fin de semaine. Il y a toutes sortes de moyens, mais il y a une compétition dans ce secteur-là aussi. Donc, c'est peut-être difficile à organiser. Michel, écoute, t'en as 3 à Saint-Jean-Port-Joli, une à côté de l'autre. Il y en a déjà possiblement une ou deux de trop, selon moi. Mais en plus, il n'y en a pas une qui est ouverte pendant la nuit, la fin de semaine. Ici, il faudrait vérifier. Ce serait peut-être une chose à vérifier, José. Je pense que le dépanneur Couche-Tard Irving est ouvert 24 heures par jour. Je pense que c'est le seul. Je ne suis pas certain, là. Je ne vais pas trop m'avancer. Pardon? OK, c'est ça. Les autres, les Ultramars, ouvrent 5h30, 6h, là, je ne sais pas trop. Mais je sais que dans le temps, le Couche-Tard ouvrait 24 heures. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il faudrait vérifier ça. Ben écoute, expérience vécue. Alors, on apprend de nos expériences. Oui, j'ai bien beau avoir des beaux genoux, mais 3 heures de temps, c'est les regarder, là. José, la liberté de penser est-elle encore permise dans nos universités? Ben écoute, je pense que tu as lu ce matin la lettre ouverte du chef du Parti conservateur, Éric Duhaime. Tu as une association également qui s'est prononcée sur la question. C'est parce que là, on vient de faire passer une loi à l'Assemblée nationale pour s'assurer que nos universités, où les artisans dans les universités, les professeurs et compagnie, les professionnels, soient en mesure d'avoir leur liberté de penser pour s'exprimer. Et on a vu récemment un texte de Patrick Provost, qui est un professeur, une sommité dans le domaine de la recherche ARN, qui a critiqué les mesures sanitaires de Québec concernant la COVID-19. Et son texte a été enlevé de la page Journal de Québec, qui a heureusement été un texte repris dans d'autres médias alternatifs. Mais le professeur en question s'est fait pas congédier, là, temporairement, là, suspendre pendant 8 semaines par rapport à son texte, alors qu'il ne fait que sortir les statistiques du gouvernement du Québec. Je pense qu'on est sur une pente glissante. La liberté d'expression est le moteur, ou je te dirais plus le centre de la pensée démocratique de nos démocraties occidentales. Et si on n'a plus la liberté de s'exprimer et d'avoir des échanges cordiaux, disons-le, ben, je pense qu'on a un problème et il va falloir qu'on regarde ça de près. Et ce qui est arrivé avec ce texte-là et les sanctions que le professeur a eu en lien avec le texte en question, c'est complètement inacceptable. Il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre des Études supérieures, Mme McCann. Est-ce qu'elle a répondu? Ouais. C'est juste de la politique. Tu penses-tu réellement qu'elle va répondre à ça? Elle sait pourtant que M. Duhaime a raison. Que vous soyez un partisan du Parti conservateur du Québec ou non, ce qui est arrivé est complètement inacceptable. Dites-vous une chose, que si on commence à censurer des professeurs d'université, on va se rendre où ensuite de ça? Ça va être les journalistes en général. On voit déjà une censure s'appliquer sur les réseaux sociaux et souvent, là, c'est parce qu'on a censuré des choses l'année dernière qu'aujourd'hui, on reconnaît comme étant des vérités. Je te donne un exemple relativement simple. On avait dit que le virus sortait, la COVID-19 sortait possiblement d'un laboratoire de Wuhan en Chine, alors que lorsque les gens en parlaient, ils se faisaient censurer, se traitaient de complotistes sur Facebook notamment, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens et des gens crédibles qui en parlent ouvertement. Qui décide que la pensée est bonne, la bien-pensance? Qui décide que ça, on doit le dire et ça, on ne doit pas le dire? On n'est plus à la petite école. Là. Je pense que si on continue dans cette avenue-là, on est sur une pente extrêmement glissante. Et je ne pense pas qu'on va améliorer la société si on empêche d'avoir des débats. Ce matin, dans le Journal de Québec, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, oui. On parle de notre député qui est encore dans la tourmente. On en a parlé la semaine dernière. Bien, ça se retrouve dans le Journal de Québec de ce matin.
La députée caquiste Marie-Ève Proulx qui est encore au cœur d'une tourmente. Là, on sait que ce sont des maires qui dénoncent le climat tendu avec le bureau de la députée caquiste Marie-Ève Proulx. Tu en as parlé la semaine dernière. Exactement, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça se retrouve ce matin dans le Journal de Québec. Bien entendu, on n'a pas cité CMA-TV, alors que le premier média à en avoir parlé, c'est CMA-TV. Mais toujours est-il que le Journal de Québec a cru bon en parler dans son quotidien parce que c'est pas la première fois que Marie-Ève Proulx se retrouve dans une telle situation. Et tu sais qu'on est pendant les élections, même si elles ne sont pas déclenchées officiellement, on est quand même dans la pré-campagne. À tout fait pratique officiellement la campagne, là. Et je ne sais pas jusqu'à où ça va aller. Est-ce que Marie-Ève Proulx est assez ou va devenir un boulet assez pesant à la cheville de François Legault pour qu'il décide à la dernière minute de la changer? C'est pas impossible. Mais il n'y a rien de dire. On n'est peut-être pas encore rendu là, mais il y a des gens qui se posent la question. Et même que là, je vais te confier un secret, du côté du Parti conservateur du Québec, on souhaite que Marie-Ève Proulx demeure justement parce qu'elle fait parler d'elle pour les mauvaises raisons et c'est bon pour le Parti conservateur local. Sauf que si la pression augmente et que François Legault déciderait, je le dis au conditionnel, de changer Marie-Ève Proulx pour un autre candidat ou candidate, ben ça pourrait nuire aux chances du Parti conservateur de se faire élire dans le comté. Pas sûr que M. Legault va embarquer là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'il va garder Mme Proulx à sa place parce que les sondages sont encore favorables, en tout cas. Absolument, oui, oui. Elle est loin d'être battue en passant. Ouais, je pense que et elle a annoncé en fin de semaine, la semaine dernière, 5,6 millions pour la salle André Gagnon. J'ai hâte d'entendre ça. Et je me demande si d'ici le 3 octobre, on n'aura pas une annonce pour la salle Édouard Bélanger. En tout cas, en lisant la nouvelle ce matin, j'ai pensé à notre salle à nous, 5,6 millions pour la salle André Gagnon à la Pocatière. On attend toujours la réponse pour le projet qui a été déposé là, après les fêtes pour la rénovation de la salle d'Édouard Bélanger. Oui, mais ce qui est problématique, c'est dans le cadre du complexe culturel et sportif en santé durable, là. On ne sait pas vraiment si on peut faire une annonce sans faire l'annonce au complet. Visiblement, ce n'est pas impossible. J'ai des doutes, mais on va laisser les choses aller. Comme journaliste, on va observer la scène politique parce que ça bouge énormément ces temps-ci en raison de la prochaine campagne électorale. Et ça n'a pas fini de bouger, mon ami. On va être au cœur de l'action. Merci, José. Exactement. Bonne journée. Demain, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la Ville de Montmagny, sera notre invité pour l'entrevue du jour. Et il y aura la chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.